Nous nous intéressons maintenant à la notion de timestamp au format Unix, c'est-à-dire le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 70 pour une date donnée. Donc quand c'est la date courante et qu'on veut transformer cette date courante en un nombre de secondes, en fait on veut récupérer non pas la date et l'heure courante telles qu'on les avait vues précédemment, comme ceci, mais sous la forme du nombre de secondes qui nous sépare de maintenant au 1er janvier 1970, qui est une date de référence. Donc il va falloir aller chercher tout ce qui concerne les Unix timestamp, et on a effectivement une fonction Unix timestamp qui nous renvoie ça. Donc on peut faire le test. Select Unix timestamp. On exécute cette requête là et on a bien ce nombre de secondes. Donc là on en a 1 538 992 541 au moment de l'exécution de la requête. Alors je vous rappelle à quoi ça sert ce timestamp Unix, ce nombre de secondes écoulées depuis la date de référence du 1er janvier 70 à 0h00. En fait, l'avantage c'est de pouvoir faire des différences entre dates assez facilement, puisque si vous voulez faire la différence, si vous voulez savoir le temps qui est écoulé entre deux dates, c'est pas toujours évident, sachant que si jamais les dates sont éloignées, il faut penser aux années bissextiles, il faut penser, convertir des minutes en secondes, des heures en minutes, bref, à chaque fois il y a une conversion un peu particulière à faire quand on passe d'une échelle à l'autre du temps, et donc c'est compliqué, et donc ça, bien entendu, ça a déjà été programmé de manière efficace. Et le Unix timestamp, ce nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 70, nous permet de manipuler directement ces intervalles de secondes pour faire après des calculs. Sachant que c'est aussi le mécanisme qui est utilisé pour les fonctions de comparaison de dates qui sont disponibles dans MySQL. Et donc par exemple, si on a besoin, et c'est la deuxième requête de cet exemple, de transformer un nombre de secondes depuis le 1er janvier 70 en date, il va falloir, ça va être basé sur ce timestamp, et on aura donc l'opération inverse qui va passer d'un nombre de secondes en une date. Alors essayons de chercher un peu comment ça peut se passer, où est-ce qu'on a la fonction. Alors je m'en souviens pas personnellement là tout de suite, mais on va la retrouver. Alors on peut faire du coup un petit parcours de toutes les fonctions. Là on a la possibilité d'ajouter des dates, d'ajouter des heures, de convertir d'une zone horaire à une autre. Tout ça c'est ce qui est date courante. Ça extrait la partie date d'un datetime, d'un timestamp. Ça c'est pour ajouter des dates. Alors ça c'est pour afficher des dates dans un format spécifique, on verra juste après comment on s'en sert. Ça c'est pour retrancher des dates, ça c'est pour faire la différence de date. Ça c'est pour récupérer le jour dans le mois. Alors on a aussi récupérer le nom du jour, récupérer le jour dans la semaine, le jour dans l'année. Donc jour dans le mois, jour dans la semaine, jour dans l'année, ça renvoie des numéros de jours. Sachant que dans la semaine on commence à 0 si je ne me trompe pas pour le dimanche. À vérifier. Là on extrait des parties d'une date. Voilà, là on a le from Unix time, donc il est fort possible que ce soit ça. Donc essayons cette fonction là. Donc on va faire, on a un nombre de secondes, on sait que par exemple un événement est arrivé 100 000 secondes après le 1er janvier 70, et bien pour convertir en date, parce que 100 000 secondes c'est pas très informatif, on va utiliser le from Unix time, et puis là on va mettre 100 000, et normalement ça doit nous donner une date. Alors testons cela. Voilà, donc 100 000 secondes après le 1er janvier 70, ça correspond à quoi? Ça correspond au 2 janvier 1970 à 4h46 et 40 secondes du matin. Voilà. Donc on a bien la possibilité d'obtenir une date et d'avoir son équivalent
en nombre de secondes depuis le 1er janvier 70 et la possibilité de faire l'opération inverse. Alors avant de terminer cette vidéo, on va quand même regarder un peu les autres fonctions. Donc là, return a date format string. Donc là, on peut récupérer le format sous la forme d'une chaîne de caractères d'une date. Ça peut être intéressant. Là, c'est pour extraire une heure d'une date. Last day, donc ça renvoie le dernier jour du mois de l'argument. Okay. Ensuite, là, on a des local time, en fait, qui nous donnent la même information que la fonction now qu'on vient de voir. Là, c'est pour créer une date, pour créer une heure, à partir des éléments constitutifs d'une date et d'une heure. Là, ça nous renvoie le nombre de microsecondes à partir de l'argument, donc la valeur qui est donnée en entrée. Pareil pour le nombre de minutes, pareil pour le nombre de mois. Ça, c'est pour avoir le nom des mois, ça c'est la fonction now. Ça, c'est pour ajouter une période à une autre période en mois-année, en année-mois. Ça, c'est pour faire la même chose, mais pour faire l'intervalle en année-mois entre deux périodes. Enfin, ouais, voilà, c'est ça, pour trouver le nombre d'années et de mois entre deux dates. Ça, return the quarter from a date argument, ça je saurais pas trop vous dire, faudrait tester un peu plus avant. Ça, c'est pour convertir un nombre de secondes en heures, minutes, secondes. Ça, c'est pour renvoyer les secondes d'une date, ou soit de maintenant si on veut. Bien sûr, on peut imbriquer les fonctions. Par exemple, ici, pour envoyer les secondes de la date courante, qu'est-ce qu'on fera? On fera un select second et puis le now. Donc on imbrique le now dans le second et normalement ça devrait nous renvoyer le nombre de secondes de la date courante. Voilà, donc là on était à 7 secondes de la minute numéro 2 de 12 heures. Là, c'est pour convertir une chaîne en date de caractère. Et enfin, dernier tableau avec des fonctions sur les dates. Donc là, alors là, c'est pareil, je saurais pas vous dire, faudrait regarder plus précisément. Ça, c'est pour soustraire des dates. Ça, c'est pour avoir l'heure à laquelle une fonction s'exécute. Ça, c'est pour extraire la partie time d'une expression qui est passée un paramètre. Ça, c'est pour afficher une heure d'une manière particulière. Bien sûr, c'est l'utilisateur qui règle de quelle manière l'affichage doit se faire. Ça, c'est pour convertir en secondes. Ça, c'est pour faire des différences de date, des soustractions de date. Celle-là, elle renvoie une date, ou bien si elle a deux arguments, elle renvoie la somme des deux arguments. Ça, c'est pour ajouter un intervalle à un datetime. Ça, c'est pour soustraire un intervalle à un datetime. Ça, c'est pour retourner l'argument qui est donné en nombre de jours. Ça, c'est pareil en nombre de secondes depuis l'année de référence 0. Ça, c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure. C'est pour renvoyer le timestamp, donc le nombre de secondes depuis 1er janvier 70. Ça, c'est pour avoir l'heure universelle. Ça, c'est pour le numéro de la semaine courante. Ça, c'est pour le numéro du jour dans la semaine. Ça, c'est pour le numéro de la semaine dans l'année. Voilà. Et alors après, il faudrait regarder un peu plus précisément la documentation pour savoir la différence qu'il y a entre week et week of year, par exemple. Ça nous renvoie le numéro de l'année. Ça nous renvoie le numéro de l'année et la semaine. Alors, parmi toutes ces fonctions, donc c'est un petit peu fastidieux de les énumérer, mais parmi toutes ces fonctions, on a dateFormat qui va nous permettre d'afficher une date dans un format choisi par l'utilisateur. Alors, on va voir, il y a plusieurs paramètres.
Et c'est ce qu'on va voir en fait dans la vidéo suivante.